Nous sommes le 12 novembre 2020. Cette nuit-là, Benjamin Buis entend sa fille Estelle, 3 ans, pleurer. Comme chaque fois que ça arrive, c'est sa compagne qui va avec elle. Alors il se rendort. Le lendemain matin, il se lève pour aller travailler. Il monte à l'étage et entend des murmures dans la chambre de sa fille. Il est 6h30, c'est assez inhabituel, donc il décide d'entrer. Ce qu'il va découvrir derrière cette porte, c'est sa fille de 3 ans, allongée dans son lit et gravement blessée. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire française, dans laquelle se mêlent drame, combat et peut-être même injustice. Bienvenue sur Dark Stories. Notre tête-à-tête du jour se déroule à Lausanne, une petite commune du Rhône, située en région Auvergne-Rhône-Alpes, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon. On est à la lisière des monts du Lyonnais, dans un secteur semi-rural et verdoyant. On y compte environ 3000 habitants, donc c'est relativement calme. Beaucoup s'y installent pour trouver une certaine qualité de vie. On y vient pour vivre le calme de la campagne, tout en étant proche des grandes villes. Et c'est ici que vit Estelle et ses parents. La petite Estelle est née le 6 novembre 2017. Son père, Benjamin, est artisan menuisier et sa mère, Sandra, est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Ils se rencontrent par le biais d'un ami commun. Benjamin a 26 ans à cette époque et il est séduit par cette femme douce, sensible, très proche de ses amis. Sandra, c'est une magnifique jeune femme qui a même été élue Miss Caluire en 2000 à l'âge de 18 ans. Pendant quelques semaines, ils se fréquentent et prennent le temps de se découvrir. Les échanges se multiplient, les sentiments grandissent, jusqu'à laisser naître l'amour. Tous les deux ont une confiance totale l'un envers l'autre. Alors quand ils sortent boire un verre avec leurs amis, tout se passe très bien. Ils ont une vie bien remplie, légère, ils font des soirées, des repas chez les uns et les autres, ils vont en boîte de nuit, ils voyagent, bref, ils s'éclatent bien. Ils profitent de leur vie de jeunes adultes et surtout de leur vie à deux. Benjamin est tout de suite très bien intégré dans la famille de Sandra. Il s'entend d'ailleurs particulièrement bien avec son frère. Sa belle famille vient aussi régulièrement manger avec eux et garde la maison quand le couple part en vacances. Au bout de 8 ans de relation, finit par se poser la question d'un enfant. Benjamin a 34 ans, Sandra en a 35 et ni Benjamin ni Sandra ne s'imaginent ne pas en avoir un jour. Benjamin a toujours voulu être papa, mais il voulait le faire dans de bonnes conditions. Lui-même a dû grandir sans père, il n'a pas eu cette figure paternelle, alors il a pris son temps pour avoir la maturité nécessaire afin d'accueillir un enfant dans de bonnes conditions. Quand il se sent enfin prêt, que Sandra l'est aussi, tous les deux décident donc de sauter le pas. Le jour où Sandra lui annonce qu'elle est enceinte, le couple est sur son petit nuage. Ils se sentent plus unis que jamais. Les disputes sont rares, ils communiquent beaucoup et le fait d'accueillir un bébé signe le début d'une nouvelle aventure à deux. Quand la petite Estelle voit le jour, ses parents sont aux anges. Pour Benjamin, c'est sans doute le plus beau jour de sa vie. Dès la naissance d'ailleurs, il voit la vie différemment. Il se sent responsable de ce petit être et surtout, il ressent pour la première fois cet amour inconditionnel qu'un parent peut avoir pour son enfant. Le retour à la maison se passe bien, Sandra arrête de travailler pour s'occuper exclusivement de sa fille et la petite famille s'installe dans leur nouvelle vie à 3. Ils créent leur petit cocon. Les jeunes parents sortent moins souvent, ils voient un peu moins leurs amis, un peu moins leur famille aussi, et concentrent leur énergie autour d'Estelle. Et même si c'est un peu compliqué pour leur famille, en particulier celle de Benjamin, ça leur va. Ils ont vraiment envie de se construire autour de cette nouvelle vie avant de commencer à renouer des liens sociaux. Cette petite bulle va durer environ 6 mois. Après ça, Benjamin commence à vouloir sortir un peu de la sphère familiale. Le couple a une bonne dynamique, ils ont leurs petites habitudes, un bon équilibre, et qu'on se le dise, au bout d'un moment, on a tous eu envie de prendre un peu l'air et de sortir des couches et des biberons. Mais Sandra, elle, n'est pas de cet avis. Petit à petit, elle se renferme sur elle-même et elle ne veut voir personne. Mais Benjamin pense que c'est peut-être l'habitude, le fait de voir du monde, de s'aérer l'esprit. Sandra va probablement y reprendre goût et ça prendra le temps que ça prendra, mais avec le temps, ça va aller. Sauf que Sandra, elle a du mal. Peu à peu, le couple vit replié sur lui-même. Le cercle de proches autour d'eux se réduit. Les liens disparaissent les uns après les autres
jusqu'à ce que Sandra ne garde que pour seul contact sa mère. Le reste ne l'intéresse plus. En voyant ça, Benjamin essaie de reprendre les choses en main. Il lui propose des restaurants, des sorties au cinéma, juste tous les deux. Mais Sandra refuse. Il y a Estelle, elle veut tout partager avec elle. Donc soit ils sortent avec elle, soit ils ne sortent pas du tout. Pour Benjamin, c'est la déception. Leur couple n'a déjà plus de place dans leur vie de famille. Ils ne sont qu'un papa et une maman. Alors quand il propose à sa compagne de faire des choses juste tous les deux et qu'elle refuse de passer un moment uniquement avec lui, il comprend rapidement que leur histoire commence à toucher à sa fin. Par contre, il y a leur vie de famille. Et sur ce plan, ça fonctionne bien. Alors quelque part, il a espoir que le temps arrangera les choses. On le sait, les premières années d'un enfant sont les plus compliquées pour les couples. Ça bouleverse un équilibre déjà installé, il faut réapprendre à vivre différemment, à trouver des compromis sur des visions qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'aborder jusque-là. C'est un grand changement. Mais le temps passe et Sandra se renferme toujours un peu plus sur elle-même et sur sa fille. Personne ne peut s'occuper d'Estelle à part elle. Ni la famille de Benjamin, ni même celle de Sandra, à part sa mère, qu'elle juge être à la hauteur pour s'occuper de sa fille. Ça a pris tellement d'ampleur qu'elle prend presque toute la place auprès de l'enfant. Benjamin, lui, a du mal à trouver la sienne. Il a peu de temps seul avec sa fille, de moins en moins de liberté quand il s'occupe d'elle et il se sent un peu brimé. En septembre 2020, la petite Estelle fait sa première rentrée à l'école. C'est un grand événement, mais dans des conditions un peu particulières, parce que les établissements français sont encore soumis au protocole de la Covid-19. Donc à ce moment-là, un seul parent est autorisé à aller chercher l'enfant à l'école. Sandra a repris le travail, elle est hôtesse d'accueil dans une mairie, elle avait cherché à reprendre une activité et son CV a tout de suite plu. Sa personnalité aussi, elle est avenante, elle est gentille, et comme ses horaires sont plus adaptés que Benjamin a de longues journées, c'est elle qui va chercher Estelle. Mais le père de famille essaie autant que possible de se libérer et à plusieurs reprises, il quitte son poste plus tôt pour aller chercher sa fille. Pourtant, à chaque fois, Sandra insiste pour être là. Elle ne veut pas qu'il y aille seul. Alors quand il est devant l'école pour récupérer Estelle et que la petite hurle de bonheur de voir son papa, qu'elle traverse la cour en courant, prête à se jeter dans ses bras et que Sandra s'interpose pour attraper sa fille à sa place, c'est compliqué. Le couple commence à se disputer régulièrement à ce sujet. Sandra ne veut pas qu'il aille la chercher à l'école tout seul, mais il ne peut pas non plus aller à la boulangerie avec elle, ni même juste se promener dans un parc. Il n'a pas le droit de passer des moments seul avec sa fille. Des refus systématiques qui pèsent sur Benjamin. C'est compliqué pour lui qui se sent étouffé. Vous l'avez compris, Sandra est très possessive avec sa fille, mais elle devient même jalouse. Elle ne supporte pas de voir Benjamin parler à d'autres filles. Dès que je parlais à une femme ou que j'avais une amie trop proche, que je l'appelais trop souvent, elle était jalouse. Elle me faisait des remontrances et tout, ce que je disais, ça avait un petit côté flatteur aussi d'avoir une femme qui tient à soi. Je le voyais pas d'une manière extrême et non plus comme un défaut trop important. Mais ce côté possessif, il s'est accentué au fil du temps avec notre fille. C'est devenu son seul centre d'intérêt. Moi-même, j'avais plus de place. J'ai perdu ma place de père et Sandra était exclusivement centrée sur elle. En fait, Sandra a besoin de savoir que sa fille l'aime et que son compagnon l'aime. Et aucun ne doit aimer plus quelqu'un d'autre qu'elle. Donc Estelle ne doit pas aimer son père et Benjamin ne peut pas aimer Estelle. Estelle comme Benjamin doivent exclusivement aimer Sandra. Natacha Espier l'explique très bien dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Je vous mets le lien en description si vous voulez regarder l'intégralité. Donc, toute personne parasite qui viendrait rompre cet équilibre est aussitôt mise à l'écart, y compris pour la famille de Benjamin. Sa mère en particulier voit très peu sa petite fille, parce qu'à chaque fois que le père d'Estelle essaie de reprendre contact, la situation tourne au conflit. À force, Benjamin essaie de comprendre et d'ouvrir le dialogue avec Sandra. Pourquoi elle ne la laisse pas seule avec sa fille? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller chercher Estelle tout seul à l'école? Mais il n'obtient jamais de réponse. La conversation se solde presque toujours par une dispute. 3 ans après la naissance d'Estelle, Benjamin envisage la possibilité d'une séparation après 12 ans de vie commune. Il mûrit longuement cette décision, lui qui veut faire passer la cellule familiale avant tout. Mais il est évident que dans l'état actuel des choses, ça ne peut pas fonctionner. Alors il l'annonce à Sandra. Et à sa grande surprise, sa compagne est d'accord. Pour elle, c'est mieux que leur histoire s'arrête là. Le couple organise alors leur séparation, décide de l'attribution de leurs biens. Ils sont propriétaires et Sandra est tout de suite très claire.
Elle ne l'autorise pas à racheter la maison. Pour Benjamin, pas de problème, ils vendront la maison et reconstruiront leur vie ailleurs. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est le sujet de la garde d'Estelle. Il sait que ça va être très compliqué. Lui, au départ, il envisage une garde alternée, à raison d'1 semaine avec Sandra et 1 semaine avec lui. Il tient en fait à conserver un temps équitable avec sa fille pour la voir grandir, pour partager des moments avec elle et pour être vraiment présent dans la vie de sa fille. Mais Sandra ne l'entend pas de cette oreille. Elle entre dans une colère noire, au point de trembler de rage. Dans son esprit, un enfant reste avec sa mère. C'est non négociable. Benjamin essaie alors de trouver un compromis. Il comprend bien sûr que Sandra veuille la garde exclusive, mais lui n'envisage pas les choses comme ça. Il demandera de toute façon la garde alternée et il fera tout pour l'avoir. Et il sait que ça va pas être simple. Il a un travail très prenant dans lequel il investit beaucoup de son temps et de son énergie et où il doit couvrir de grandes amplitudes horaires. Mais il s'arrange. Il trouve des solutions, notamment en organisant son planning pour les vacances scolaires, histoire de pouvoir aménager plus de temps de qualité avec sa fille. En attendant que les choses se mettent en place, le couple vit toujours sous le même toit. Ils font chambre à part, mais ça, ils le faisaient déjà depuis quelques mois. Donc Sandra dort dans une chambre à côté de celle d'Estelle et Benjamin dort dans la chambre parentale au rez-de-chaussée. Mais la situation reste quand même compliquée. L'ambiance est tendue entre eux. Ils essaient de faire bonne figure devant leur fille pour ne pas qu'elle soit affectée, pour pas qu'elle ne ressente la tension. Mais malgré eux, ça se sent, ça pèse dans l'atmosphère. Le 10 novembre 2020, alors que Benjamin rentre du travail, il est surpris de voir que la porte d'entrée est fermée à clé. Il sort donc la sienne et l'insère dans la serrure. Mais la porte ne s'ouvre pas. Visiblement, une autre clé a été laissée à l'intérieur, donc il peut pas ouvrir la porte. Et ça surprend Benjamin quand même parce que ni lui ni Sandra ne ferment la porte à clé d'habitude. Mais heureusement, il entend Sandra qui la déverrouille. Elle entrouvre la porte et le regarde. Benjamin la regarde aussi et lui demande de lui ouvrir la porte. Sandra lui répond alors que c'est bon là, elle est ouverte, mais la porte est entrouverte. Donc Benjamin s'agace un petit peu et lui demande de lui ouvrir la porte complètement. C'est rien sur le coup, mais pour Benjamin, c'est plus de la provocation qu'autre chose. Et ça illustre parfaitement le climat au sein du couple à ce moment-là. Pour essayer d'apaiser les choses, au moins le temps de la séparation, le temps de vendre la maison, Benjamin propose à Sandra d'aller voir un médiateur. L'objectif, c'est d'essayer de discuter et de s'entendre sur les conditions de leur séparation. Sandra accepte et le rendez-vous est pris pour le 15 novembre 2020. Mais elle n'en démord pas. Certes, elle accepte la séparation, mais elle veut la garde exclusive. Le 11 novembre 2020, la soirée se passe normalement. La famille dîne et Benjamin monte coucher Estelle. Il lui raconte sa petite histoire du soir, l'aborde et lui fait un dernier bisou en lui rappelant à quel point il l'aime. Puis il quitte la pièce et Sandra arrive pour embrasser sa fille. Et ça se passe toujours comme ça, parce que Sandra doit toujours être la dernière à coucher Estelle. Benjamin dira d'ailleurs que ça aussi, ça a été un sujet de dispute. Le lendemain, donc le 12 novembre 2020, une nouvelle journée commence. Cette nuit-là, Estelle a pleuré, comme ça arrive souvent depuis que le couple bat de l'aile. Mais comme c'est Sandra qui tient à s'occuper de sa fille, Benjamin ne monte pas. Au petit matin, aux alentours de 6h30, le père de famille se réveille pour se rendre au travail. Il sort de sa chambre en caleçon et en t-shirt et monte les premières marches de l'escalier qui mènent au premier étage. Arrivé en haut, il entend Sandra murmurer dans la chambre de sa fille. Et il est étonné parce qu'il est tôt. Ça peut arriver que Sandra recouche sa fille, par exemple, mais il n'entend pas Estelle. Alors il imagine que Sandra est probablement au téléphone avec sa mère. Elle s'appelle des dizaines de fois par jour. Mais c'est étrange. Alors il marche jusqu'à la porte de la chambre d'Estelle. Mais elle est fermée. Il pousse doucement la porte pour ne pas réveiller sa fille, et au fur et à mesure qu'il ouvre, la lumière pénètre dans la pièce. Il commence à distinguer le sol, les jouets, le lit et sa fille. Elle est allongée sur le dos, et une ombre se tient au-dessus d'elle. Maintenant, je sais ce que c'est, cette expression-là. On se fait envahir physiquement. J'ai eu le cerveau engourdi. Sa fille est allongée, blessée de plusieurs coups de couteau. Et à côté d'elle se trouve une énorme tache de sang. Benjamin comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Sandra, qui est penchée au-dessus de sa fille, tourne la tête vers lui. « C'est toi qui as fait ça. Tu as voulu nous séparer. » Benjamin est dans un état de sidération. Il tremble tellement qu'il peine à déverrouiller son téléphone pour appeler les secours. Sa priorité à ce moment-là, c'est de sauver sa fille. S'il y a la moindre chance qu'elle survive, il veut la saisir. Mais il n'arrive pas à déverrouiller son téléphone. Alors il relève la tête. Sandra tient désormais Estelle dans ses bras. Elle la serre aussi fort qu'elle le peut contre elle. Benjamin s'approche
pour la récupérer, mais sa mère la serre tellement fort qu'il n'arrive pas à la prendre. Donc je commence à tirer fort, mais plus je tire fort. Dans ma tête, je me suis dit, je vais la déchirer, quoi. Donc il faut qu'elle lâche prise doucement. Pour que Sandra lâche sa fille, Benjamin lui donne un coup de poing dans la tête. Sandra, assommée, perd l'équilibre. Mais elle ne lâche pas sa fille. Benjamin tire alors Estelle, il veut la dégager de ses bras, il veut la sauver, il veut pas qu'elle lui fasse plus de mal. Pendant quelques minutes, ils vont lutter, jusqu'à ce que finalement, Benjamin réussisse à coincer son bras gauche sous son genou. Sandra arrive à le retirer et ce faisant, elle le passe devant le visage de Benjamin qui l'attrape et la mord de toutes ses forces. C'est tellement violent qu'il va lui casser le bras juste avec ses dents. Puis il pose son pied sur sa gorge, attrape sa fille et la tire. Je me suis battu avec un monstre. Je me suis pas battu avec mon ex-conjointe. Le seul but et le but ultime que j'avais, c'était de sauver Estelle, quoi. J'avais que ça en tête, sauver Estelle. Avec Estelle dans ses bras, il se précipite dehors pour mettre sa fille en sécurité et pour appeler les secours. Il est 6h45. Arrivé devant chez son voisin, Nico, il cogne à la porte. Sa main lui fait mal, elle est enflée, mais peu importe. Nico, méfiant, n'ouvre pas tout de suite. Mais en voyant Estelle dans les bras de son père, il comprend tout de suite. Benjamin entre et demande à son voisin de refermer la porte. Paniqué à l'idée que Sandra vienne le chercher. Il allonge Estelle par terre pendant que Nico appelle les pompiers. Au téléphone, l'opérateur demande à Benjamin de faire un massage cardiaque, mais Benjamin, encore sous le choc, est incapable de réaliser ce geste. Son voisin se charge alors de la manipulation. En le voyant faire, Benjamin prend conscience de l'ampleur des blessures de sa fille. La petite a tellement d'impact que du sang et de l'air sortent de son corps. Autant qu'il le peut, le père de famille essaie tant bien que mal de boucher les trous. Et alors qu'ils attendent les pompiers, Benjamin et Nico entendent tambouriner à la porte. Benjamin demande alors à l'épouse de son voisin de regarder par la fenêtre. Et effectivement, c'est bien ce qu'il craignait. C'est Sandra. Elle est méconnaissable. Mais la priorité, c'est de sauver Estelle et surtout éviter de laisser Sandra s'en approcher. Benjamin et Nico concentrent donc tous leurs efforts sur la petite fille. Et c'est long. En tout cas, les secondes à ce moment-là s'écoulent lentement. Heureusement, les pompiers arrivent quand même rapidement sur place. 2 secouristes entrent, dont Franck, un pompier que Benjamin connaît, qui connaît aussi Estelle, il l'a déjà vue quand ils sont allés visiter la caserne. Le père de famille supplie alors Franck de sauver sa fille. Le secouriste reprend le relais pour réaliser le massage cardiaque. Benjamin est effondré. Il fixe sa fille à la recherche du moindre signe, du moindre mouvement. Quand le SAMU arrive à son tour, le médecin branche tout de suite un électrocardiogramme. Et il y a des signaux, ça bip. Benjamin entrevoit une lueur d'espoir, celle que sa fille est encore en vie et que les pompiers vont pouvoir la sauver. Les gestes de secours s'enchaînent pendant de longues minutes suspendues, quand finalement le médecin du SAMU se tourne vers lui. C'est terminé. Estelle est partie. Pour Benjamin, le monde s'écroule autour de lui. Il est dans le salon à quelques mètres de sa fille, puisqu'on l'avait écarté le temps de la prise en charge. Après l'annonce de la mort d'Estelle, Benjamin veut la rejoindre, mais il n'y arrive pas. Ses jambes ne répondent plus. Alors il rampe jusqu'à elle. Il la prend dans ses bras, l'embrasse et lui dit qu'il l'aime, qu'il sera toujours là. Ce sera leur dernier moment ensemble. Estelle doit être emmenée. Benjamin, lui, ne peut même pas marcher, au point que les pompiers doivent le porter jusqu'au camion. De son côté, Sandra est aussitôt arrêtée et elle avoue tout de suite le meurtre. Sandra est aussitôt conduite à l'hôpital. L'autopsie d'Estelle révèle 354 blessures infligées par une paire de ciseaux. Les impacts sont extrêmement nombreux et répartis sur tout le corps. 50 environ ont été donnés au niveau de la nuque. Estelle n'avait aucune chance de survie. Arrivé à l'hôpital, Benjamin est encadré par 2 gendarmes. Ses vêtements sont saisis et placés dans des sachets comme pièces à conviction. Une fois son état stabilisé, Benjamin est transféré le jour même à la gendarmerie pour être entendu. L'audition dure environ 4 heures. Les gendarmes lui posent des questions parfois inquiétantes, parfois très difficiles, notamment sur le drame, minute par minute, sur sa relation avec Sandra et sur leur couple. Mais Benjamin coopère. Pendant 4 heures, il répond à toutes les questions qu'on lui pose. À la fin de l'interrogatoire, le gendarme qui le reçoit lui propose de le ramener chez lui. Sauf que la maison de Benjamin et de Sandra est sous scellé. Il n'a aucune affaire, il n'a pas de téléphone, il n'a plus rien. Benjamin décide donc de rester dans la salle de repos du commissariat en attendant que son frère et sa mère viennent le chercher. Quand il les retrouve, c'est un soulagement. Il vient de tout perdre. Sa fille, sa famille, sa maison, sa vie, tout vient de s'écrouler. Sa mère, qui a déjà elle-même perdu un fils dans un accident d'escalade, essaie tant bien que mal de trouver les mots justes pour soutenir son fils. Mais Benjamin est traumatisé. Il ne supporte pas d'entendre frapper à la porte au point de mettre un panneau devant chez lui pour que personne ne le fasse. Il est aussi incapable d'utiliser un couteau ou une paire de ciseaux et ce pendant des mois. Pendant des semaines, Benjamin n'est plus que l'ombre de lui-même.
Mais pendant tout ce temps, son histoire et celle de sa fille font la une des journaux. Les médias s'emparent de cette affaire hors norme. Et c'est en lisant un de ces articles que le cauchemar continue. Benjamin n'a jamais vu l'arme qui a tué sa fille. Il apprendra que Sandra a utilisé une paire de ciseaux en lisant les journaux. Ces mêmes ciseaux qu'il utilisait pour se couper les cheveux et qui étaient rangés dans la buanderie. Pourtant, l'homme n'est pas au bout de ses peines. Après le choc, vient l'heure de l'organisation des funérailles. La cérémonie se passe à Lausanne. Pour ces derniers au revoir, Estelle est entourée des personnes qui l'ont connue et qui l'ont aimée. Benjamin a tenu à porter le petit cercueil de sa fille pour l'accompagner jusqu'au bout. C'est une épreuve évidemment déchirante pour lui. Il ne veut pas quitter le cimetière et laisser sa fille de 3 ans seule là-bas. Les seules personnes qui ne sont pas là, c'est Sandra et sa mère. Sandra ne sera entendue que 3 mois plus tard. Après le drame, elle a été prise en charge par les forces de l'ordre, puis rapidement orientée vers une hospitalisation psychiatrique après avoir été jugée inapte à être auditionnée. Pendant son interrogatoire, elle raconte qu'elle a envoyé un message à sa mère. « J'ai tué Estelle. Il voulait nous l'enlever. » Ensuite, elle appelle sa mère pour lui raconter tout ce qu'elle a fait. Selon elle, si elle a tué sa fille, c'était pour empêcher Benjamin de lui enlever. Elle raconte aussi qu'elle entendait des voix, et ce depuis l'âge de 11 ans. Elle serait apparue après une agression dont elle aurait été victime dans la rue. Ce jour-là, elle serait rentrée chez elle, se serait installée dans un coin d'une pièce en grognant tel un démon, ce qui lui aurait déjà valu un séjour en hôpital psychiatrique. Une expérience dont personne n'a aucune trace. Benjamin a été auditionné, les proches de Sandra ont été auditionnés, sa famille a été auditionnée, sa mère, son père, son frère, ses cousins, son oncle, sa tante, et tous ont formellement rapporté que Sandra était une femme très douce, sans aucun problème, sans aucun passé, ni psychologique, ni psychiatrique, et qu'elle n'avait jamais été violente. Personne n'a évoqué un seul problème psychologique chez elle. Qui faisait très attention à Estelle. J'avais une confiance aveugle en elle, j'ai toujours eu une confiance aveugle en elle, et c'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé, que sa famille n'a jamais imaginé. Pourtant, selon Sandra, ses voix lui disaient ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Et toute sa vie, elle aurait vécu avec ses voix sans jamais en parler à personne. Y compris son conjoint, de qui pourtant elle était très proche. Pour faire la lumière sur cette histoire, Benjamin et Sandra sont convoqués pour une audience à la chambre d'instruction de Lyon. Quand on passe par ce processus, un groupe de magistrats de la cour d'appel est chargé de contrôler une enquête criminelle quand l'affaire est grave. Elle intervient avant un éventuel procès pour déterminer si le ou les mis en cause sont aptes à être jugés ou pas. Dans le cas de Benjamin et Sandra, la chambre de l'instruction ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé, ça, c'est déjà établi. Elle cherche à savoir si Sandra peut être jugée pénalement. Et toute la procédure tourne autour de ça. L'état mental de Sandra au moment des faits, les expertises psychiatriques et l'article 122.1 du Code pénal qui précise qu'une personne n'est pas pénalement responsable si, au moment des faits, un trouble psychiatrique ou neuropsychique a totalement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Les psychiatres ont fait une première expertise dont les conclusions attestent d'une abolition du discernement au moment des faits. Donc au moment des auditions de la chambre d'instruction, nous sommes 3 ans après les faits, en novembre 2023. Et Benjamin est conscient que dans les faits, lorsqu'une abolition totale du discernement est retenue, rares sont les personnes qui seront envoyées devant une cour d'assises. Donc pour Benjamin, déjà, c'est compliqué. C'est la première fois en plus qu'il va revoir celle qui a été sa compagne, la mère de sa fille, mais aussi celle qui lui a ôté la vie. Il a à la fois la sensation de faire face à une inconnue et à celle qui a détruit sa vie et qui pourrait s'en sortir. Quand Sandra entre dans la salle, Benjamin tremble. Ses jambes sont incontrôlables et c'est si fort que son avocat pose la main sur la sienne pour le contenir. Lors de la chambre d'instruction, l'avocate générale interroge Sandra sur les voix qu'elle dit entendre, sur leur origine et sur leur ancienneté. Elle fait ensuite comparaître les experts psychiatres et leur pose différentes questions. Visiblement, tout laisse à penser que ces voix ont été inventées. Et les experts le reconnaissent. Ils admettent que ces voix ne sont pas réelles et qu'elles ont été entièrement fabriquées. À ce moment-là, Benjamin a l'espoir qu'un procès soit possible. Et l'avocate générale va même encore plus loin. Elle souligne que Sandra présente une mémoire parcellaire. En gros, elle se souvient très précisément de ce qui l'arrange et elle oublie le reste. Quand on l'interroge, Sandra se montre très précise. Elle se souvient sans difficulté de tous les détails de sa relation avec Benjamin et en particulier tout ce qu'elle lui reproche. Elle l'accable même devant lui et tient un discours très cohérent. Pour l'avocate générale, donc, c'est évident, Sandra présente une mémoire sélective. Et pour Benjamin, ces éléments devraient suffire.
Il croit l'espace d'un instant que la justice va enfin reconnaître une responsabilité pénale. D'autant que les experts psychiatres ne le contestent pas. Eux-mêmes reconnaissent qu'elle ment et qu'elle adapte son récit. Mais ils ajoutent que selon eux, ce comportement-là fait partie intégrante de sa pathologie. Mentir serait dans ce cadre un mécanisme de défense, une manière d'éviter d'affronter la réalité de ses actes. Et à l'issue de la chambre d'instruction, la décision tombe. Sandra est reconnue pénalement non responsable. Elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique et pourra sortir dès que les médecins jugeront que son état le permet. Pour Benjamin, c'est incompréhensible. Sa fille Estelle a été tuée par sa mère de 354 coups de ciseaux. Et ce jour-là, on lui annonce que personne n'ira en prison, que personne ne répondra pénalement de cet homicide, alors même que la meurtrière est là, face à eux, et qu'elle a reconnu les faits. Et c'est ce jour-là où j'ai dit, c'est terminé, c'est moi-même qui ai dit, j'ai envie de le crier sur tous les toits, crier cette injustice. Parce qu'en gros, ma fille s'est fait tuer dans l'indifférence totale de la justice. On lui manque terriblement de respect et c'est un déshonneur total. Et je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Depuis, Benjamin mène un combat, celui de faire reconnaître que son ex-compagne est une criminelle. Je trouve qu'elle a enlevé la vie de ma fille. Ma fille, elle a plus aucune chance de revoir le jour. Elle est en hôpital psychiatrique, donc aux frais du contribuable. Et je trouve que c'est terriblement injuste. Aujourd'hui, Benjamin veut dénoncer ce qu'il pense être du laxisme de la part de la justice. Selon lui, si les cas d'irresponsabilité se multiplient aujourd'hui, c'est parce que les personnes accusées de meurtre n'ont qu'à prétendre avoir entendu des voix pour être envoyées en hôpital psychiatrique et ressortir sans jamais avoir eu à répondre pénalement de leurs actes. Je souhaite repréciser les conséquences de l'article 122.1 en France, on ne juge pas les fous, et vous faire part plus concrètement des modifications qui sont proposées. Sandra Lozzi, la meurtrière de ma fille, n'ira jamais en prison et ne répondra jamais de son acte devant la justice française. Elle est déclarée coupable mais non responsable. Il est donc officiellement déclaré que personne n'est responsable du meurtre de ma fille Estelle. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle est et je ne serai pas informé du jour où elle sortira, car elle sortira. Aujourd'hui, j'ai peur pour ma famille et mes proches. Nous vivons dans l'angoisse de la recroiser un jour. Benjamin vit avec cette angoisse permanente, la peur qu'elle sorte du jour au lendemain, qu'elle s'en prenne à ses proches, à lui ou à n'importe quelle petite fille blonde qui pourrait lui rappeler Estelle à la sortie d'une école. Pour lui, et ce sont ses mots, quelqu'un qui a franchi ce seuil, qui a tué, a fait sauter un verrou. Parce que pour lui, Sandra était consciente au moment des faits. Elle aurait même pris la peine juste après d'aller chercher un autre petit couteau pour s'entailler les cuisses et faire croire à une tentative d'endormissement volontaire. La volonté de tuer, elle l'a eu sur ma fille. Par contre, sur elle, elle s'est mis 3 coups de couteau ridicules. Je pense que si elle était dans un état, effectivement, où elle était propulsée dans un monde parallèle, elle se serait mis des coups plus violents et elle serait arrivée à se suicider. Depuis, Sandra a une ordonnance restrictive l'interdisant d'approcher Benjamin, et ce pendant 20 ans après sa sortie. Benjamin, lui, a créé une page TikTok, un compte Facebook et un compte Instagram que je vous mets juste en dessous dans la description, dans laquelle il raconte son histoire, son parcours et son combat pour qu'enfin justice soit rendue à Estelle et à toutes les victimes qui ont vu leur meurtrier ne jamais être condamnées. Désormais, il veut dénoncer les injustices et les aberrations liées à l'irresponsabilité pénale. De plus en plus de criminels profitent de cet article 122.1. Encore cet exemple du père qui a tué sa famille le jour de Noël. Nous n'en pouvons plus. Nous devons changer cela. Qu'on soit fou ou non, on doit répondre de ses actes devant la justice française. Il soutient en particulier l'association Delphine Sandrine, qui lutte pour les victimes en cas d'irresponsabilité pénale et qui milite depuis 25 ans pour faire évoluer le fameux article 122.1. La maison, elle, a été gardée sous scellé pendant 1 an et demi. Et pendant tout ce temps, elle a été cambriolée à plusieurs reprises. Elle a été gazée entièrement à l'extincteur, l'électricité a été coupée et elle a même été inondée. Fort heureusement, la chambre d'Estelle est restée intacte, mais vraiment intacte, avec encore le lit dans lequel la petite est décédée, les draps, ce genre de choses. Benjamin a finalement pu récupérer sa maison, mais dans un état déplorable. Avec sa famille, ils ont tout remis à neuf et aujourd'hui, il tient à vivre dans la maison qui a vu grandir sa fille. Mais il mène un autre combat pour garder son domicile, étant donné qu'il reste copropriétaire de la maison avec Sandra. J'ai une énorme pensée pour Estelle, une énorme pensée pour Benjamin.
S'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. On parle quand même d'un papa qui a perdu sa fille. Peu importe le regard qu'on porte sur cette histoire, dans les faits, un enfant a été arraché à son père. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets les liens des épisodes de Legend Story. Ça commence aujourd'hui et TPMP en description si vous voulez regarder les vidéos dans leur intégralité, ainsi que les comptes où vous pouvez suivre directement les actions de Benjamin dans son combat pour rendre justice à sa fille et à toutes les victimes dont les coupables ne sont pas condamnés. Évidemment et sans surprise, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.